Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des pastilles du podcast Jeanne Actu, les pastilles preview. Un jour, une équipe jusqu'au début de cette saison régulière. Et cette année, on a décidé de mélanger un petit peu. D'habitude, on partait des équipes les plus faibles pour aller jusqu'aux équipes les plus fortes. Cette année, on mélange. Donc, vous ne savez pas chaque jour quelle équipe, de quelle équipe nous allons parler, même si vous avez certainement lu le titre de ce podcast. Donc, vous savez que nous allons parler des Minnesota Vikings. Et si en plus vous êtes assidus et que vous nous avez écouté hier, je l'ai dit qu'on allait parler des Vikings, une belle équipe. Donc, et je suis pour parler des Vikings avec Raphaël Masmejean. Salut Raph. Salut Lucas, salut à toutes et à tous. Les Vikings, Raph, je l'ai dit un petit peu hier, je l'ai évoqué doucement. C'est une équipe qui est difficile à analyser. En tout cas, c'est une saison qu'on a du mal à analyser l'an dernier parce que elle a laissé une impression très particulière. Parce que quand on regarde factuellement, il n'y a eu que 4 défaites l'an dernier pour les Vikings et que 2 équipes qui ont réussi à battre cette franchise des Vikings. Il n'y a que les Lions qui ont battu 2 fois les Vikings et les Rams qui les ont battus 2 fois. Ils se sont qualifiés en playoff. Ils n'ont chuté qu'à l'extérieur en playoff. Donc c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit ça peut être une belle saison, surtout qu'on n'en attendait pas grand-chose, peut-être des Vikings. Et en même temps, quand on regarde d'un peu plus près, c'est vrai que malheureusement, les 2 derniers matchs sont peut-être les plus mauvais des Vikings. Ils ont perdu le match le plus important en saison régulière face aux Lions, qui a décidé de qui allait emporter la NFC Nord. Et puis, ils ont perdu ce match de playoff donc face aux Rams, 9-27 à Los Angeles. Et ils se sont fait éliminer, malheureusement, malgré un bilan de 14 victoires pour 3 défaites. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui a laissé on va dire, une impression mitigée, pas vraiment bonne, pas vraiment mauvaise non plus, ou alors très bonne puis très mauvaise. Comment on aborde désormais cette saison 2024-25, pardon, avec quand même beaucoup de, on va dire, beaucoup d'attentes pour les Vikings. Oui, oui, forcément beaucoup d'attentes parce que tu t'enchaînes pas après une saison à 14 victoires en n'ayant pas d'attente, forcément. Surtout que, tu l'as dit, il y a quand même une très très belle saison régulière, puis ce craquage, allez, surtout sur le match de playoff pour le coup, face à des Rams assez roublards qu'on voyait pas forcément venir. Donc il va falloir du côté de Minnesota, ils ont eu l'intersaison pour se poser les bonnes questions sur ce qui avait coincé à ce moment-là. Un des trucs qui a été le premier évoqué et sur lequel ils ont beaucoup travaillé, c'est la ligne offensive, on y reviendra. C'est vrai que c'est un match sur lequel les Rams sortent de mémoire. Darnold se fait saquer 7 ou 8 fois sur ce match-là. Et donc, une des conséquences a été de retravailler en profondeur cette ligne offensive. Est-ce que c'est suffisant pour passer un cap en 2025? On verra. Mais t'es obligé d'avoir plein d'attentes sur cette saison. Tu peux pas juste, après une saison avec 14 victoires, pour moi, tu peux pas juste dire, ouais, bon, je sais pas, l'an dernier, peut-être, on avait eu un peu de chance, bon. Non, tu t'es obligé de dire que tu vises le titre. Pour moi, t'as pas de choix. Il y a eu quelques changements, tu l'as dit, pour justement viser ce titre-là, pour améliorer cette équipe-là. Il y a eu Jordan Mason qui est arrivé, le running back. Il y a Randall Moore, le receveur qui est arrivé. Et puis, il y a aussi sur cette ligne offensive, Will Fries, Ryan Kelly qui sont arrivés. Il y a eu Jonathan Allen et Javon Hargrave sur la ligne défensive qui sont arrivés. Et puis, des cornerbacks comme Okuda, Isaiah Rodgers et Tavir Thomas qui sont arrivés pour pallier à quelques départs, et notamment Sam Darnold et Daniel Jones, les quarterbacks qui sont partis. Il y a Nick Mullens aussi qui est parti, le troisième quarterback. Cam Akers, Cam Robinson, on en a parlé il y a quelques jours sur la ligne offensive, Ed Ingram, Garrett Bradbury, le centre qui est parti. Mais la recrue, j'ai envie de dire la recrue principale de cette saison, on va rentrer directement dans le vif du sujet, elle était déjà là l'an dernier, c'est le quarterback. Mm. Parce qu'il y a eu ce changement de quarterback. On le rappelle, JJ McCarthy qui a été drafté très haut l'an passé, qui a été blessé toute la saison, qui n'a pas joué. On avait laissé les clés du camion à Sam Darnold. On a fait partir, ou en tout cas Sam Darnold est parti. On a décidé de mettre à la tête de cette attaque un rookie qui a déjà vécu un petit peu de l'intérieur une saison. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que déjà on a du mal à éviter le fait que c'est un facteur X parce que on le rappelle, on parle de points forts, on parle de points faibles, on parle d'un facteur X. Et j'ai un dogme, c'est de ne pas mettre les quarterbacks dans le facteur X parce que ce serait trop facile. Mais il y a des fois, on a du mal à éviter le fait de mettre ce joueur-là sur le facteur X ici pour les Vikings. Ouais, oui, oui, c'est compliqué de ne pas penser que DJ McCarthy est le facteur X de cette équipe. Tu l'as dit, le profil est particulier. L'année rookie, il joue pas. Il remplace un quarterback dont on n'attendait plus grand-chose, mais qui amène cette équipe à 14 victoires, parce que globalement, en dehors des changements sur la ligne offensive, c'est quand même une ossature d'équipe qui est
presque la même. Donc c'est une équipe, un groupe qui sort de 14 victoires et tu changes de quarterback pour mettre un jeune qui n'a jamais mis un pied sur un terrain en NFL. Les attentes autour de ce quarterback sont forcément importantes et c'est vrai que le niveau qu'il aura va décider de la saison des Vikings. Si finalement c'est un quarterback qui est mauvais, bah, les Vikings vont largement chuter et vont passer de 14 à bien en dessous. Et s'il est aussi bon que Sam Darnold, voire mieux, tu peux espérer passer un cap et aller au bout. Donc, je trouve que oui, là, pour le coup, il y a des équipes, on en a parlé ensemble. Joe Burrow est pas un facteur X chez les Bengals. Bon, bah, par contre, JJ McCarthy, pour moi, est le facteur X absolu de cette équipe. Et je te rejoins, j'aurais un autre facteur X parce que par réflexe, j'ai pas mis le quarterback, mais je suis assez d'accord avec toi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va donner. Ouais. Vas-y. Pardon, mais en plus de mémoire, enfin, j'ai un peu réfléchi au truc, mais j'ai même pas souvenir quand même d'un quarterback rookie. Alors, il est plus exactement rookie, mais en tout cas d'un quarterback qui va jouer pour la première fois, qui a quand même une équipe avec aussi bien armée. C'est rare de voir un quarterback prendre un jeune quarterback prendre les commandes d'une équipe à 14 victoires. Enfin, j'ai même pas de souvenir de ça, quoi. Non, c'est vrai que c'est particulier. Et puis, c'est un quarterback qui a vraiment eu la possibilité d'être dans l'équipe. Alors, il va être rookie parce qu'il n'a pas joué, mais qui va être dans l'équipe qui a été dans l'équipe toute la saison. Donc, il a pu déjà voir. Il va pas tout découvrir d'un coup. Il va Hmm. forcément découvrir le terrain et la NFL, mais il va pas découvrir tout l'environnement, toute la semaine de travail. Et ça, c'est déjà un bon point. On se rappelle d'un Patrick Mahomes, si je me trompe pas, qui a pas commencé dès sa première saison C'est vrai. et qui est devenu Patrick Mahomes, et lui aussi qui est arrivé dans une belle situation. Et c'est le cas de JJ McCarthy, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'il y a une très belle situation autour de lui. Il y a déjà un coach qui est considéré comme un coach qui fait progresser ses quarterbacks. On a vu le travail qu'il a fait avec Sam Darnold. Par exemple, tout reproche non plus, on pourra en parler, mais qui a quand même fait progresser un Sam Darnold qui, on le rappelle, voyait des fantômes à New York. Donc là, c'est vrai que ça a été différent. Un quarterback qui a pu faire 14 victoires. Et puis, il y a des cibles, il y a des choses autour de lui. Il y a vraiment un bel environnement. Il y a des points forts qui sont très forts chez les Vikings, Raph. Oui, il y a des points forts très forts. Tu commençais par le coach, mais moi j'ai même envie de dire le staff de manière générale, parce qu'on parle, et à juste titre, beaucoup de Kevin O'Connell, qui est le head coach, et qui a aussi sa main, sa patte sur l'attaque, sur la gestion des quarterbacks, etc., et dont on attend beaucoup là avec JJ McCarthy. Mais O'Connell a aussi eu la très bonne idée de s'entourer de Brian Flores comme coordinateur défensif. Et la défense de Minnesota est quand même de qualité. Et je trouve même qu'elle performe plus que le talent de ses joueurs. La somme des individualités est supérieure aux individualités du côté de Minnesota. Et ça, pour moi, c'est typiquement le signe que le coach gère globalement très bien les choses. Parce que quand tu regardes les noms dans la défense de Minnesota, il y a notamment, je pense, au front seven, donc ligne défensive plus linebacker. Bon, en termes de noms, ils sont en dessous de pas mal d'équipes dans la ligue. Et pourtant, ce que produit ce front seven grâce au schéma de jeu de Brian Flores, grâce à ses blitz, au schéma de déstabilisation qu'il met en place, c'est de très haut niveau. Donc moi, je trouve qu'ils ont quand même un des meilleurs coaching staff de la ligue et que c'est un vrai point fort quand tu démarres une saison avec un coaching staff pareil. Et puis tu l'as dit, plus que les receveurs, moi je dirais même les skill players en attaque. Enfin, t'as Justin Jefferson, Jordan Addison au poste de receveur. Je trouve que la doublette au sol, Aaron Jones, Jordan Mason, très intéressante. T.J. Hawkinson en tight end, très bon tight end dans les airs. Enfin, ouais, tu peux gagner des yards avec ces gars-là sans problème, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que bon, ce groupe de cibles, déjà, il fait partie des meilleures cibles. Justin Jefferson, c'est le meilleur receveur de la ligue, peut-être aller numéro un bis avec Jamar Chase, si Hmm. on a envie de débattre. Jordan Addison, c'est un numéro un, enfin, c'est un numéro 2 qui pourrait être numéro un dans beaucoup d'équipes. Il y a quelques équipes dont on a parlé qui aimeraient bien avoir un Jordan Addison numéro un. Il y a TJ Hawkinson aussi, donc tu as parlé des coureurs. Donc c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi d'un côté du ballon, de l'autre côté, tu l'as dit. Et c'est vrai que je regardais les noms. Tu parlais parce que tu as parlé de la défense puis de l'attaque. Moi, je parle de l'attaque puis de la défense désormais, mais c'est vrai que quand on regarde les noms du front seven, le pass rush, c'est Jonathan Greenard, Andrew Van Ginkel.
c'est des très bons joueurs, mais c'est vrai qu'avant l'an dernier ou avant Hmm. pas de Brian Flores, on n'imaginait pas comme des joueurs de renom. Le duo de linebackers, c'est Blake Cashman, Ivan Pace. Donc là encore, on n'est pas sur un duo de linebackers incroyable avec beaucoup de noms, et pourtant c'est très efficace. Ils vont être suppléés cette année par Eric Wilson et Kobe King qui a été drafté. Donc c'est vrai que c'est plutôt en la faveur de Brian Flores, clairement, qui en plus a un système où on le sait qui blitz pardon, beaucoup et d'endroits très différents. Donc c'est toujours très, très perturbant pour les attaques adverses. Donc c'est vrai que tout cela, cet environnement, le staff, les cibles, la défense aussi, qui va peut-être parfois ramener des erreurs que pourrait faire JJ McCarthy, tout ça fait que le quarterback est dans une position très favorable. Maintenant, cette équipe-là, elle n'est pas parfaite. Et j'ai envie de parler forcément de cette ligne offensive qui a pas toujours été très bonne, en tout cas l'an dernier. On sait que sur les extérieurs, c'est plutôt bon, voire très bon. Christian Darisso et Brian O'Neill sont plutôt très solides, les tackles. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus compliqué. En 2024, en tout cas, ça a été Hmm. compliqué. Et du coup, on a changé les trois joueurs de la ligne intérieure, les deux gardes et le centre, puisque je l'ai dit, Ryan Kelly et Will Fries sont arrivés des Colts. C'est deux bonnes pioches, même si le premier il a 32 ans, le deuxième, il a joué que 5 matchs l'an dernier, mais c'est plutôt des bons joueurs. Au centre, on a drafté un rookie, Donovan Jackson, qui a montré des belles qualités en universitaire et qui reste un pari parce que c'est un rookie. Pour moi, c'est le facteur X, cette ligne offensive, et notamment l'intérieur de cette ligne offensive. Au-delà de si on sort du quarterback, forcément, quel est ton avis, toi, sur cette ligne offensive, qui est peut-être le seul point d'interrogation de l'effectif, presque, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, moi j'ai presque envie de dire, moi cette ligne offensive, alors bien sûr, je peux pas la mettre vraiment point fort parce qu'on l'a pas encore vu jouer ensemble et on sait que la ligne offensive c'est aussi une question de synergie entre les cinq gars, le fait qu'il y ait vraiment une sorte d'osmose pour que chacun suive bien l'assignation qui lui est donnée et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. Mais moi, les trois joueurs que tu as cités, alors pas le rookie parce que je le connais pas, mais Ryan Kelly et Will Fries, moi j'ai totalement confiance sur le fait qu'ils vont être bons, en dehors d'un potentiel pépin physique, qui bien sûr peut arriver, mais là, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment du ressort de l'analyse. Pour moi, c'est des joueurs qui ont toujours été bons chez les Colts et je vois pas vraiment de raison de penser qu'ils le seront pas de nouveau. Ryan Kelly, il a 32 ans, mais au poste de centre, l'âge est un peu moins gênant que sur d'autres postes en NFL. Et 32 ans reste encore acceptable pour un centre, clairement. Donc, moi, je pense que ça va être une bonne ligne offensive. Je J'ai pas tellement d'inquiétude là-dessus. Si je devais avoir une inquiétude, moi, c'est peut-être plus les cornerback safety, où c'est vrai que je suis peut-être un peu plus. On a un Harrison Smith qui, pour le coup, là, je trouve, commence à être vraiment âgé pour un poste de safety. Et on a un Byron Murphy qui a été bon l'an dernier, mais qui a pas toujours été bon toute sa carrière. On a beaucoup de paris avec les Jeff Okuda, les Isaiah Rodgers. Je suis peut-être plus inquiet par le backfield défensif pour le coup. Il y a le retour de Mickey Blackmon aussi qui a loupé tout Hmm. 2014 à cause d'un Ouais. d'un genou qui le faisait souffrir. C'est vrai qu'on a recruté beaucoup de personnes à la Free Agency, tu l'as dit, Okuda, Rogers, Tavir Thomas. Et c'est vrai que c'était mon autre point d'interrogation. Et je relève, tu l'as dit, tu l'as bien précisé, mais Donovan Jackson, le rookie, va jouer au poste de garde, hein. J'ai dit centre, mais Hmm. c'est pas Ryan Kelly qui devrait jouer au poste de centre et Donovan Jackson qui va arriver au poste de garde. Mais c'est vrai que voilà le troisième rideau, et je trouve qu'il bénéficie bien du front seven et du fait que Brian Flores arrive à mettre ce système en place et de mettre des choses en place pour un petit peu soulager l'arrière de cette défense. Mais c'est pas forcément, c'est vrai, on va dire la ligne qui me rassure le plus. Il y a Byron Murphy Jr. qui a quand même sorti une très bonne saison 2024, mais il va falloir qu'il, euh, qu'il enchaîne une deuxième Confirme. saison. Ouais. Donc c'est vrai que c'est voilà le petit point d'interrogation, mais globalement ça reste une équipe très solide. Et justement, quand on va regarder le calendrier de cette équipe-là, on va le voir et puis tu vas donner ton pronostic. Mais le calendrier, ça va commencer aux Bears à Chicago. Ils vont recevoir ensuite les Falcons et les Bengals. Ils vont ensuite jouer les Steelers, ce sera à Dublin. Ils joueront ensuite les Browns à Londres, donc ils vont rester en Europe très certainement 2 semaines consécutives. Ils auront ensuite une semaine de repos. Ils recevront ensuite les Eagles, se déplaceront face aux Chargers et aux Lions, recevront les Ravens et les Bears, se déplaceront face aux Packers et aux Seahawks, recevront les Commanders, se déplaceront à Dallas et à New York pour affronter les Giants et recevront pour terminer les Lions et les Packers. Là, 2 matchs de division pour terminer. C'est une division qui est très compliquée. On s'en rappelle l'an Hmm. dernier, il y a 3 équipes de cette division
qui sont allés en play-off. On en parlera certainement, mais ces équipes-là vont certainement être encore performantes. On peut considérer les Bears aussi comme une équipe qui a progressé. Les Vikings, ils ont un calendrier pas évident avec un minima 6 matchs en 4 voire 6 matchs déjà très compliqué, plus 2 matchs en Europe. On ne sait jamais comment ça peut se passer. Le calendrier, il est dur à analyser en tout cas pour les Vikings. Oui, oui, le calendrier est dur à analyser et même, j'aurais presque même dit dur. Donc ouais, c'est pas évident. C'est une division qui est vraiment mangeuse en termes d'énergie, sans aucun doute. Du coup, moi, je suis allé à 12 victoires en me disant qu'ils vont. L'an dernier, il y a eu un peu de chance sur certains matchs, que la chance va un peu diminuer et que j'ai quand même ce doute de qui est vraiment J.J. McCarthy. Donc je les vois avec un moins bon bilan, mais en même temps, autour, ça reste tellement identique sur le papier que je voulais pas baisser trop, donc je suis allé à 12. Ah, c'est drôle, on est complètement alignés et on ne s'est pas concerté, mais j'ai mis 12 victoires aussi, 5 défaites. Comme tu le dis, parce que je trouve que cette équipe-là, elle est tout aussi forte que l'an dernier. Maintenant, c'est difficile d'enchaîner des saisons à Hmm. 14 victoires, hein. C'est très compliqué, surtout quand on est dans une division où on n'est pas dans la FC Est de la belle époque des Patriots, où on n'est pas dans la AFC Ouest, où les Chiefs étaient tout seuls il y a quelques années. Là, on est dans une division où il faut jouer 2 fois les Lions. Il faut jouer 2 équipes en Europe aussi, je l'ai dit. Il y a les Bengals en début de saison en plus, on l'a dit il y a quelques jours, les Bengals qui vont espérer faire un gros début de saison. Jouer les Packers aussi, c'est pas évident. Jouer à Dallas aussi, c'est pas forcément évident. À Seattle aussi. Donc c'est Hmm. vrai que j'ai du mal à les voir faire 14 victoires aussi, mais en même temps, je les vois pas faire une moins bonne saison. C'est vrai que c'est particulier, mais voilà, je les vois faire une bonne saison, mais le bilan comptable sera un peu moins bon. Qualification en playoff, forcément. Est-ce que tu les vois gagner cette division à 12 victoires ou tu les vois derrière les Lions, les Packers? Je les vois devant les Packers. Les Lions, je sais pas, je pense, ceux qui feront la pastille en parleront, mais j'ai quand même si elle est pas déjà passée, désolé si elle est passée, ça veut dire que je l'ai pas écoutée, oups. Les Lions, j'attends de savoir l'impact de la perte de Ben Johnson quand même. J'avoue que m'intrigue, inquiète beaucoup. Eh bien, Raph, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai 2 très bonnes nouvelles pour toi. De un, la pastille des Lions n'est pas passée. Ah yes. Et de deux, ce sera toi et moi, puisque Oh, je viens super. de regarder le planning. Et les amis, nous nous donnons rendez-vous le 29 août pour parler des Lions. Et ce sera avec vos 2 fidèles serviteurs, Lucas et Raphaël, comme je peux le voir sur le planning. Voilà, trêve de. Magnifique. Donc voilà, donc on pourra parler de ça et on pourra étendre un petit peu cette analyse, si ce n'est des Vikings, en tout cas de cette NFC Nord, pardon. On a tendance à confondre. Cette NFC Nord qui est pour le coup alléchante, et je suis assez d'accord avec toi. Je les vois en playoff, je les vois deuxième de cette division, mais on en parlera. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette pastille des Vikings. Beaucoup de choses à dire. Un gros point d'interrogation avec le quarterback, mais ça sera intéressant de les voir et de voir les Vikings performer ou pas durant cette saison 2025. Nous, on se retrouve demain pour notre dernière pastille de cette salle, Vraf, avant de se retrouver donc fin août pour les Lions. Demain, on parlera des Chargers. Je ne sais pas qui des rédacteurs fait aujourd'hui la preview écrite des Minnesota Vikings, mais en tout cas, vous pouvez la retrouver, ça c'est sûr, sur le site, avec un autre point de vue d'un autre rédacteur, puisque ça c'est sûr, ce n'est ni Raph ni moi, donc ce sera quelqu'un d'autre qui vous parlera certainement de JJ McCarthy, d'un Factor X, de beaucoup de choses, l'équipe type, vous en avez l'habitude, voilà, beaucoup de choses sur le site, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et nous on se retrouve demain, donc pour les Chargers de Los Angeles. Ciao, ciao! This back to school, hear your teen say something you never thought possible. Thanks, Ma. Come to your Boost store and take home iPhone 15 with its amazing camera and all-day battery for only $99.99. Perfect for back to school. Thanks, Ma. You won't get tired of hearing it. Visit your nearest Boost store. Requires ID verification, port in and activation on $60 per month plan and $35 device setup fee. Taxes extra. When you're a forward thinker, you don't just bring your A game, you bring your AI game. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people, money, and agents, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward.